Bonsoir, merci d'être venus nombreux pour cette séance, cette soirée assez exceptionnelle, parce que ça faisait un moment qu'on se disait mais on n'a jamais fait venir Sergio Gobbi à la Cinémathèque, quand même, c'est pas possible, il est temps qu'on le fasse. Alors j'ai réussi à retrouver sa trace, et il est avec nous. Il est parmi nous ce soir. Et pourquoi Sergio Gobbi? Parce que Sergio Gobbi, c'est un parcours très singulier dans le cinéma français. C'est un parcours individuel extrêmement riche. Il arrive à Paris, il fait du théâtre, et puis il réalise des films, il devient producteur. Il réalise des films qui ont du succès, qui sont des films, vous allez voir notamment les deux de ce soir, qui sont des symptômes extrêmement forts de leur époque. Je crois que Un beau monstre et Les Galets des Trotas sont des films qui ont capté l'esprit du temps. Voilà, je crois, quand ils ont été filmés. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, et qui, d'ailleurs, à l'époque, a été récompensé par des succès, de grands succès en salle. Mais c'est aussi, Sergio Gobbi, c'est aussi un producteur avisé, qui a fait tourner les plus grands, Roman Polanski, Marco Ferreri, Dario Argento, lui doivent certains de leurs films. Et donc pour ça aussi, on aime beaucoup Sergio Gobbi. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a vu très vite l'importance qu'allait prendre le marché de la vidéo, pour la cinéphilie notamment. Et donc c'est un des premiers à avoir ouvert des magasins, à avoir édité des films, les siens et d'autres, en cassette vidéo, et donc pour toutes ces raisons, il nous semblait normal, et même assez excitant, je dois dire, de l'inviter un soir à la Cinémathèque afin qu'il nous parle de son parcours, de sa carrière, et vous allez voir, elle est très très romanesque. C'est ça aussi qui est beau avec Sergio Gobbi, c'est que sa vie a été un roman parsemé d'énormes succès, d'échecs, de déconvenues et aussi de grandes joies. Je crois qu'il y a vraiment toute une comédie humaine dans le parcours de Sergio Gobbi, et il y a aussi, d'une certaine façon, une manière de nous rappeler ce qu'était l'industrie du cinéma français à une certaine époque, une industrie qui aujourd'hui est très très loin, qui a été remplacée par autre chose, peut-être un peu moins excitant, un peu moins audacieux, un peu moins aventureux que ce qu'elle était au moment où Sergio Gobbi réalisait ses films. Alors, on a prévu de vous montrer Un beau monstre en première partie. Alors, Un beau monstre, j'ai choisi ce film parce que c'est un traumatisme d'enfant. Parce que je n'avais pas l'âge pour voir ce film quand il est sorti, mais je me souviens d'une photo d'exploitation devant un cinéma, et je me souviens d'Helmut Berger avec son trousseau de clés, et ça m'avait fichu une trouille, et j'ai dit, quand même, et j'ai fait, évidemment, j'ai mis un peu de temps, j'ai mis quelques années à voir ce film, et donc je voulais absolument qu'on commence par Un beau monstre. La projection sera suivie d'une petite discussion avec lui, vous pourrez également lui poser toutes les questions que vous voulez, et à 22h, il y aura une autre séance où on montrera cette fois-ci Les Galets des Trotas, et je crois que c'est assez intéressant de voir Un beau monstre et Les Galets des Trotas, l'un à la suite. D'abord, c'est deux films qu'il a enchaînés, mais aussi c'est des films qui ont beaucoup de choses en commun. Voilà, je vous remercie d'accueillir Sergio Gobbi. C'est difficile de prendre la parole après tout ce que tu viens de dire, Jean-François. Dans tous les cas, je suis ravi d'être là. Je suis ravi que la Cinémathèque fasse cet hommage. Et j'espère que, effectivement, Le Beau Monstre, qui est un film particulier, surtout à l'époque, les films qui devaient être interdits à 16 ans, c'était très difficile à produire. Et nous avons eu beaucoup de difficultés. Mais je suis arrivé à le faire. Donc, on va en parler tout à l'heure, comme vous l'aurez vu. Et maintenant, bonne projection. À tout à l'heure. On n'en fait plus des films comme ça. Combien de temps que vous ne l'avez pas vu dans une grande salle? 3 ans. 3 ans, oui. Qui tourne un peu le film? Dans les festivals? Non, oui, c'était un festival au Maroc. D'accord.
C'est pour ça. Ah. Et ça me fait toujours chaque fois Alors, je voudrais partir sur un truc que tu as écrit dans ta biographie, en disant que tu voulais faire ce film parce que le récit était en parfaite résonance avec l'air trouble du temps. Et c'est un peu vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les années 70, on cachait beaucoup de choses. Par exemple, le fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient homosexuelles, ils se cachaient, ils ne s'assumaient pas. Une des raisons. Deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas de film comme ça. Et imaginez-vous en 1971. Et quand ce film est sorti, ça a été, disons, il y a eu des gens qui l'ont adoré et des gens qui l'ont détesté. Il y a eu beaucoup de critiques qui l'ont porté au nu et d'autres qui ont dit si j'étais pas fou. Et quelque part, qui ne laisse pas indifférent. Quelque part, quand je revois le film, je me dis mais comment j'ai pu faire un film comme ça? Il y avait peut-être aussi cette idée, parce qu'on parlait de l'ère du temps, c'est un film qui est réalisé 2 ans, 3 ans après mai 68, il y avait cette idée que beaucoup de choses étaient désormais permises, beaucoup plus qu'avant, et que en allant trop loin dans la liberté, on pouvait engendrer aussi de la perversité. Ah tiens, j'ai pas pensé à ça, mais bah, j'ai sûrement raison. non, je veux dire, c'était pas pensé, mais c'est vrai qu'à l'époque des cinéastes, quand ils essayaient de sortir d'un peu du confort, ils arrivaient parfois à avoir des succès. Et ce film-là, il y a une difficulté pour le monter, vous ne pouvez pas imaginer, parce que à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, qu'il fallait convaincre une télévision, etc. Et quand le film terminé, il était interdit à moins de 16 ans, alors là, tout le monde disait c'est foutu, etc. Et le jour qu'il est sorti, sur les Champs-Élysées, c'était au Colisée, il y avait la queue jusqu'au repos. C'est la vie. C'est le cinéma. Des fois, l'interdiction, ça peut attirer du monde. Enfin, oui. Il y a le goût du scandale, enfin, le goût de... Et on parlait beaucoup, bon, il m'a dit bien sûr, mais à l'époque, le film de Visconti avec Helmut Berger n'était pas sorti. D'accord. Mais on en parlait tellement que peut-être aussi les gens étaient curieux de voir ce jeune acteur dont on parlait tout le temps. D'ailleurs, comment il est venu dans le film? Comment on te l'a amené, cet acteur? Alors, je sais. Oui, c'est Madame Lévy qui était l'agent en Italie, de Visconti entre autres. Et quand je voulais faire ce film, attends. Il faut que tu saches une chose, que normalement, le beau monstre, le rôle principal, c'était Bardot. Le rôle féminin, oui. Le rôle féminin. Oui. Parce que Danon, qui était un grand producteur avec qui j'avais fait avant Le Temps de Loup, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je dis, écoute, moi j'ai acheté les droits d'un livre qui s'appelle Un beau monstre, donne-le-moi à lire. Il le lit et il me dit, j'ai une idée, pourquoi on ne propose pas Bardot? C'est bizarre comme idée. Bizarre, mais Bardot, attends, en 1970, ouais. Un jeune mec comme moi, je me suis dit, ben pourquoi pas. Et puis je vais en Italie, et pour doubler un film que j'avais fait auparavant avec Viernalesi, et je lui dis, non mais c'est pas possible, c'est Vierna qui va faire ce film. D'ailleurs, je reviens à Paris et je dis à Danon, écoute, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas prendre Bardot. Alors le mec, tu peux pas savoir, j'étais dans son bureau, il avait les dossiers partout sur son bureau, il commençait à me jeter partout à la figure, il a dit jamais petit mec, fou. Bon. Et donc, ben voilà, et puis on a fait le film, mais la seule chose qu'il m'a dit, tu appelles Bardot parce que moi je n'oserais jamais lui dire. Et j'ai appelé Brigitte, et j'ai dit, écoute, je suis en train de réfléchir, je voudrais que tu me donnes une réponse. Est-ce que tu penses que tu peux faire un film, un personnage comme ça, où tu subis l'amour d'un mec et que tu te suicides, etc.
silence pendant 30 secondes. On me dit, t'as raison. Bah oui. On se retrouvera une autre fois. Oui, parce que c'était un drôle d'idée. Et Helmut Berger, alors est-ce que Visconti, enfin parce qu'on sait qu'il le couvait beaucoup, qu'il le surveillait beaucoup, donc est-ce que tu as rencontré Visconti? Oui, alors donc je dis à l'agent de Vernac, et donc je prenais Vernac, et je lui dis, mais je n'ai pas trouvé encore le personnage masculin. Alors il me dit, viens à Rome, et je vais te montrer quelqu'un. Alors finalement, je vais à Rome, et elle organise une projection, moi je ne savais pas qui il était, etc. Et effectivement, je vois des images du film de Visconti, et quand la lumière s'allume, qui rentre dans la salle? Visconti. Alors là, j'étais complètement à l'ouest. Et puis voilà, comme on a pris Helmut, parce que c'était Helmut. Ah oui, bah, il est beau, il est sublime. Il est absolument beau. Mais il avait aussi la réputation d'être un acteur un peu compliqué à gérer. Ah, le deuxième film que j'ai fait avec lui, c'était plus que compliqué. Oui, Les Voraces, donc en 72, 73. Ouais. Et là, effectivement, ce garçon buvait beaucoup, se droguait un peu, et donc c'était très compliqué. Le tournage était... D'ailleurs, il n'y a pas eu de troisième film avec lui. Bah, tu l'as même boxé dans Les Voraces. Qui t'a raconté ça? Ah, c'est dans le livre. Oui. Oui, bon, je vais filer. On tournait ensemble et il déconnait complètement. Et à un moment, il y avait une scène avec Fabien Girotti où Helmut devait servir du vin dans les 2 verres. Et il savait très bien qu'il n'y avait que 3 ou 4 possibilités. Et à chaque fois, il servait le verre, il mettait le vin à côté. Donc il fallait à chaque fois changer la nappe. La nappe. Et la 4e prise, je n'avais plus de nappe. Et donc il a fallu que je change le plan, tu vois, que je passe un gros plan au lieu de faire un... Et à la fin, ce petit con vient me voir et me dit, tu as vu, hein, on est arrivé à terminer la scène. Et là, j'en pouvais plus. Je lui ai filé un coup de poing. Mais le lundi, on tournait à Cannes, la suite du film. Et moi, j'avais une scène, tu vois, où il y a le casino de Cannes. Moi, j'étais au 4e étage d'un immeuble. J'ai filmé comme ça. Lui devait arriver avec une moto. Et il y avait Paul Maurice. Il devait enlever ses lunettes et parler avec Paul Maurice. Et à chaque fois, il n'enlevait pas ses lunettes. Donc la 3e fois, je descends du 4e étage, j'arrive, et je lui enlève les lunettes. Évidemment, on ne pouvait pas, parce qu'il avait noir comme ça. Donc il a gardé des lunettes noires jusqu'à la fin du tournage. Il a fallu. Alors, il y a une chose qui est importante dans ce film et dans beaucoup de tes films, c'est la musique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, c'est des nappes comme ça, presque au-delà de... C'était l'époque aussi. Hein, oui, c'est une musique absolument dans son temps. Mais ça a une dimension un peu expressionniste, c'est-à-dire que ce n'est plus... c'est une musique, on est dans la tête des personnages à un moment donné. Et alors le musicien, c'est Georges Garvarentz, c'est le musicien d'Aznavour. Oui. Voilà. Oui, j'ai fait 3 ou 4 films avec lui. C'est Aznavour qui te l'a présenté. C'est Aznavour qui me l'avait présenté quand on a fait le premier film, Le temps de nous. C'était un très bon musicien. Et donc, on a travaillé ensemble beaucoup. Alors ton film, il est aujourd'hui un personnage comme ça, on le traiterait de pervers narcissique, l'expression n'existait pas à l'époque. Et en fait, le film que tu vas faire après, Les Galets d'Étretat, il y a aussi un peu un personnage comme ça, moins tordu, mais quand même il est un peu. Mais c'est quelqu'un d'assez brutal, psychologiquement, en tout cas, une violence psychologique réelle. Et donc est-ce que tu étais attiré par ce genre de personnage, ou c'est un hasard? Mais je dois dire que les films que je fais dans les années 70 étaient tous un peu particuliers, qui finalement ne me ressemblent pas tellement, mais c'était une époque où il fallait peut-être faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, même pour faire, toi, une carrière différente des autres.
C'est l'époque où on aimait bien le scandale, un peu le soufre, dépasser les limites, provoquer. Alors tu commences à la réalisation, alors d'abord tu veux faire du théâtre, tu travailles avec Raymond Rouleau, et tu es victime de ton accent. Non, effectivement, j'étais dans un cours d'art dramatique, à un moment donné, il y a un assistant qui vient, parce qu'il y avait une émission qui s'appelait Naissance d'une étoile. Et donc on me convoque, et évidemment, moi j'avais un accent, je l'ai toujours, mais à l'époque c'était incroyable. Quand je passe les essais, Rouleau me dit, mais tu ne veux pas faire un truc de radio, tu as trop d'accent. Mais il avait vu que pendant qu'on attendait de passer les uns les autres, moi je faisais répéter les autres. Alors, il me dit, j'ai besoin d'un stagiaire, si tu veux venir. Je suis resté là, et puis je suis passé plusieurs années avec lui. Et puis tu as eu envie de réaliser des films. Et puis pourquoi oui, c'était un autre, au cours où j'étais au début, et là tous les copains, une fois que j'étais l'assistant ils me disaient, pourquoi on ne fait pas un court-métrage? Donc à l'époque, on aidait beaucoup les courts-métrages, et on avait écrit un petit scénario à plusieurs, on l'a déposé au CNC, et on a eu beaucoup d'argent pour faire le court-métrage. On fait le court-métrage, et après, avec l'argent du court-métrage, on a fait un long-métrage. Mais c'est pas seulement une question d'argent, c'est que tu as envie de t'exprimer par le cinéma, oui, de raconter des histoires, c'est quoi l'envie? De raconter des histoires, de faire des images. Imagine un Italien de 17 ans, qui arrive en France, à l'époque, on nous appelait l'Hérital, et que tu commences à t'exprimer à travers le théâtre, le cinéma, petit à petit la passion arrive, et à un moment donné, ça a fait ma vie. Alors tu commences à faire du cinéma à peu près à l'époque où, un peu après, mais pas beaucoup, au moment où il y a une génération en France qui émerge, qui est la nouvelle vague. Or, tu t'es jamais senti, toi, très proche de la nouvelle vague. Et si tu veux, la première fois que on a fait un film, cette année-là, il y a eu Lelouch, moi, et un autre metteur en scène, je ne me rappelle plus. Et finalement, Lelouch, qui a fait 3 ou 4 films avant que le film sorte, et quand il a fait son film qui a tout cassé, parce que lui, il a inventé une façon de tourner, une façon de raconter les choses. Parce que Claude n'écrivait jamais vraiment un scénario. Il écrivait l'idée d'une scène, et puis il laissait aux acteurs d'improviser, et lui a vraiment créé un certain cinéma. Et c'est une manière qui t'influence un peu? Non, à moi, ça ne m'a pas influencé, mais j'ai toujours eu beaucoup d'amitié et d'admiration pour Claude, parce que j'estime que Claude, véritablement, a été quelqu'un qui a créé quelque chose dans le cinéma. On va lui rendre hommage dans 2 mois, ici, Ouais, dans cette salle. Voilà. Tu l'embrasses. Mais je n'y manquerai pas. Il y a une autre il y a une autre activité qui est importante pour toi, qui même devient de plus en plus importante au fur et à mesure où peut-être l'époque ne se reconnaît plus dans tes films, ou peut-être tu as plus de mal à réaliser des films, c'est l'activité de producteur. Oui, mais d'abord tu produis tes propres films, là tu es Harry Kane, donc c'est toi en fait, la part française de la production. Non, mais la production, au début j'étais obligé de produire parce que je ne trouvais pas l'argent ailleurs. Et finalement, après, il y a un problème de rencontre qui a fait que j'ai fait 3 films de Kayat. Kayat, je l'ai rencontré dans un ascenseur. Et j'étais plein d'admiration pour lui. Et puis, on commence à parler, et il me dit, mais... Je lui dis, moi j'ai mon bureau au 3e étage, lui travaillait à l'époque pour Universal, et Universal était au 5e étage. Et on s'est rencontrés 2-3 fois, puis un jour je lui dis, venez prendre... Là où il y a tous les bureaux des producteurs sur les Champs-Élysées, c'est ça. Et puis un jour, il vient, et il me dit, voilà ce sujet, si vous voulez, on le tourne ensemble. Je dis, ah ben oui. Il me dit, Annie Girardot fait le film. Annie Girardot était numéro 1 à l'époque. Alors voilà, je fais 3... On est au milieu des années 70 à peu près. C'est le hasard. Et j'ai fait 3 films avec lui. Tout en faisant, en continuant à faire des films. Puis à la fin des années 70,
J'ai fait 1 ou 2 films dans lesquels je ne me reconnaissais pas. Et à ce moment-là, j'ai voulu arrêter. Et à l'époque, il y a eu l'opportunité, la vidéo n'existait pas, pratiquement pas. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, que j'ai créé la vidéo en France. On était, moi et un autre producteur de cinéma d'ailleurs, qui nous avons initié à faire la vidéo. Et puis après... Tu as tout de suite vu que le marché de la vidéo, c'était quelque chose qui allait exploser. Oui. Enfin, la cassette, la VHS, tu ouvres d'ailleurs des boutiques, des vidéoclubs, tu crées ta marque, tu achètes des droits de film, ça c'est important. C'est-à-dire que là, beaucoup de cinéphiles te sont reconnaissants d'avoir acheté des films italiens notamment, qui étaient invisibles, qu'on a pu voir en VHS. Oui, d'ailleurs, il y a un truc assez drôle, c'est que, justement, il fallait trouver des droits pour pouvoir les exploiter. Je vais en Italie, je vais chez un grand producteur italien qui avait tous les films, tu vois, de l'époque, Visconti, Rossellini et tout ça. Et je lui dis, eh bien, écoute, voilà, est-ce que si vous avez les droits libres pour la vidéo, le mec me regarde, pourquoi hein? Je lui dis, pour la vidéo, qu'est-ce que c'est la vidéo? Je lui explique un peu ce que c'est la vidéo. Et j'arrive à acheter, je crois, une dizaine de films de chefs-d'œuvre italiens pour rien. Pour une bouchée de pain. Bien. Et après, ça, c'est avoir du nez, quoi. Enfin, tu as eu de l'intuition. Parce qu'en fait, toute ta carrière, c'est ça qui est assez formidable quand on te suit. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs, mais en fait, il y a eu des paris tout le temps. Enfin, et alors, je sais que tu es un joueur. Est-ce que ta vie, ta carrière, c'est pas aussi, tu n'as pas passé ton temps à jouer au poker, à bluffer, ou à avoir gagné la mise, enfin, etc. Quoi. Écoute, c'est vrai que j'aime bien risquer. Ouais. Et souvent, parce que, par exemple, quand tu bluffes au poker, il faut savoir qui tu as en face de toi, il faut qu'il croit que tu as un jeu et que tu ne l'as pas. Et je pense que dans la vie, des fois, il faut tenter des choses. Ça marche pas, mais quand ça marche, c'est bon. C'est l'instinct du joueur, on peut peut-être te décrire un peu. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans la salle? Ben non. Ils ont tous été assommés par le film. Allez, une question là. Attendez, il y a un micro qui va arriver. Attendez, non. Ils sont, je ne sais pas où ils sont. Ah, ouais, il descend. Le micro descend l'escalier. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas une question, c'est une réaction. J'ai vu ce film quand j'étais ado et ça m'avait énormément troublée. Et puis je ne l'ai jamais revu de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et je voulais juste dire que la Cinémathèque permet ça, de retrouver des fragments de son histoire à travers le cinéma. Et je suis très heureuse d'avoir revu ce film. Je m'en souvenais très bien, surtout de la musique, parce que j'avais acheté le disque de Wallace Collection. Ouais. Donc, je n'ai jamais oublié cette chanson. Et puis, j'ai beaucoup apprécié de reconnaître à différents moments du film, ça j'avais oublié par contre, des morceaux d'Aznavour qui sont joués, Paris au mois d'août, Non, je n'ai rien oublié, que c'est triste Venise. Que c'est triste Venise. Voilà. Et justement, quand même, j'ai une question, je me demandais pourquoi Aznavour, justement, dans ce rôle. Pourquoi Aznavour? Parce qu'avec Aznavour, on avait fait un film avant, Le Temps des loups, qui avait marché très fort. Et quand j'ai voulu faire Un beau monstre, c'était pas facile à monter. Hein. J'ai un copain, un banquier, qui connaît toute l'histoire, puisqu'il a toujours financé tous mes films. C'était pas facile. C'était pas facile parce qu'un film, même à la lecture, on pouvait penser qu'il allait être interdit. Alors, imaginez-vous. Alors, je vous ai expliqué qu'Helmut était inconnu, on n'avait jamais vraiment tourné.
Virna était connu, mais surtout, grâce à Virna, on arrivait à vendre des films à l'étranger. Et il me fallait une star pour compenser. Et Charles, gentiment, il a accepté le rôle, et il a accepté de faire, disons, un troisième rôle dans le film, ce qui était formidable. Et grâce à Charles, on a eu du mal à le monter, du mal. Puis à la fin, il a eu Pathé, qui nous a aidés, disons, nos banquiers. Mais je dois dire que quand le film a été interdit aux mineurs de 16 ans, c'était un problème, même pour le sortir. Et finalement, je vous ai expliqué, le film est un succès, il a fait le tour du monde. Et voilà, merci. Il est, alors il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans le film, et même des choses contradictoires, c'est-à-dire, il y a d'abord les rues de Paris de l'époque. Il y a le Paris de l'époque, la rive droite, la bourgeoisie de la rive droite, le drugstore opéra, c'est dans le 7e arrondissement, puisqu'il y a une vue comme ça sur la tour Eiffel. Et je trouve ça, il y a une vérité documentaire dans le film. C'est un film qui saisit un peu son époque. Et puis il y a aussi ce travail incroyable du directeur artistique. Ouais. C'est-à-dire que les intérieurs ont été tournés où? Dans un studio? Ah non, attends, les deux appartements, Ouais. c'est un studio. C'est un studio, ouais, c'est ça. Quel studio? C'est pas plus Boulogne? Non, Épinay. Épinay. Ouais. Oui, tu as demandé à ton directeur artistique un travail assez dingue, quoi, oui, c'était, qui reflétait la folie du personnage aussi. Oui. Mais tu sais, un film, tu ne le fais pas tout seul. Hein. Il faut absolument que le chef opérateur comprenne ce que tu veux, que le décorateur. Un film, c'est un groupe. Bon, le metteur en scène dirige tout ça, mais il faut quand même. Les gens connaissent l'acteur, le metteur en scène. Ils ne connaissent pas. Surtout qu'en France, on a une tradition, presque intellectuelle, qui fait qu'on a des dirigés, les metteurs en scène en auteur, pardon. Donc c'est un défaut, c'est un parti pris typiquement français aussi. Bon, aux États-Unis, on a préféré les producteurs pendant longtemps, quoi. En se trompant aussi d'ailleurs. Hein, Est-ce qu'il y a d'autres Alors, attends, un micro qui va arriver. T'es là. Oui, c'est juste une impression. En ayant vu ce film, j'ai eu le sentiment comme si je voyais mon premier film dialogue français. Il y a des ambiances que j'ai pu voir dans des films de Dario Argento, c'est la présence de la musique forte, ces lumières, cette extravagance des personnages. C'est un sentiment que j'ai eu à un moment dans le film, et pour moi c'est plutôt un grand compliment. Merci. Donc il y a un côté italien dans le film, parce qu'en Italie on tournait des thrillers un peu baroques, avec la grande bourgeoisie corrompue, pourrie, etc. Donc il y a ce côté-là qu'on voyait dans le cinéma italien aussi. Je suis italien. Ben voilà. Donc, ça se sent. Quelque chose. C'est le sang qui parle. Ah, monsieur là. Bonsoir. Je voulais savoir, au générique de fin, il est mentionné une version anglaise. Je voulais savoir si vous avez tourné en double version, comment ça s'était passé. Oui, c'était un double S. Et quelle exploitation il y a pu avoir de cette version anglaise Quelle exploitation dans quel... Je crois que de mes films, c'est un de ceux qui ont été vendus dans mon entier. Donc en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Oui, bien sûr. Donc vous faisiez une prise en français, après être Faisais deux prises. et après une prise en anglais avec les acteurs, c'est ça? D'accord, merci. Oui, parce que Helmut parlait mieux anglais, pas français, et Virna parlait les deux langues. Sans problème. Il parlait en phonétique en français, c'est ça? Pardon? Il parlait en phonétique en français, Helmut? Ou... Il comprenait, mais... Après, vous le doubliez, ouais. Il a été complètement doublé. C'est Roger Coggio qui le doublait. C'est Roger Coggio qui le doublait. Ah oui. Or que Virna, elle, c'est son savoir.
Est-ce que le film est passé à la censure facilement ou est-ce qu'on t'a fait des remarques? Est-ce qu'on t'a demandé de couper des choses, etc. On a eu quelques petits problèmes. Il y a eu, je crois, une ou deux scènes qui ont été raccourcies. Mais finalement, tu sais, quand tu as un film interdit aux 16 ans à cette époque-là, ça voulait dire, par exemple, quand tu sortais un film normal à l'époque, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui, tu sortais avec 50 ou 60 copies dans toute la France. À Paris, tu sortais avec 5 copies, et puis voilà. Eh bien, là, moi, j'ai dû sortir avec quand même 5 copies à Paris, et j'ai dû sortir au départ 10 copies en province. Et puis bon, 2 semaines après... Oui. Mais en même temps, on peut penser que le succès du film est sans doute dû aussi à à la violence psychologique, quand même, à sa cruauté, à la cruauté du personnage, la violence psychologique, des choses qui ont justifié l'interdiction au moins de 16 ans. Mais à la limite, si tu n'avais pas été interdit au moins de 16 ans, peut-être ça aurait été parce que ton film n'était pas assez fort. Tu vois, il y a une vraie contradiction. À l'époque, la critique comptait. Par exemple, François Chalet, à 8h30 sur Europe numéro 1, il faisait la critique d'un film. Si faisait mauvaise critique, bonjour, au revoir. Hein. Donc la critique est, je pense, une chose positive d'un monstre, c'est autant il y avait des critiques formidables, et autant il y avait des mauvaises critiques. Donc je pense que le public, le spectateur, il se disait, mais qu'est-ce que c'est ce film dont le grand François Chalet il disait du bien, et le grand machin chouette il disait du mal. Et donc, c'est aussi une façon, une curiosité qui a fait que bon, le film a... Le fait que les critiques s'engueulent, ça donnait envie aux gens de voir le film. Ah oui, c'est bien. Ah, oui, bien sûr. Oui, évidemment. Voilà. Ah, il y a là-bas une réaction. J'étais très étonnée par ce film que je n'avais jamais vu, mais les 2 femmes blondes m'évoquent Kim Novak, Vertigo. Donc voilà. La première femme, qui était-elle? La première comédienne qui se... Eddie Scott. Ah, je ne l'ai pas reconnue, d'accord. Mais que pensez-vous de ma remarque? Finalement, Vertigo se termine aussi par la chute d'une femme. Ben, tu pensais à Hitchcock quand tu as fait le film? Pas du tout? Non, j'ai beaucoup d'admiration pour Scott, mais non, le livre était déjà très très fort. Il ne faut pas oublier que c'est une histoire qui est écrite par Dominique Fabre. Et donc, je ne sais pas, parce que peut-être j'étais très jeune à l'époque, donc j'ai développé des choses qu'aujourd'hui peut-être je ne ferais pas. Et comme Jean-François disait, c'était une époque où il fallait se différencier des autres. Parce que sinon, vous n'existiez pas comme metteur en scène. Et c'est peut-être ça qui a fait que ce film n'était pas comme les autres. Et en même temps de son époque. Et en même temps, oui. Il captait cette idée-là. Ouais. D'autres, il y en a eu là-bas. Ça va être la dernière. Bonsoir. Votre cinéma apparaît assez libre, aussi bien dans sa mise en scène, mais aussi dans sa mise en production, comme vous avez l'air de dire que vous vouliez rester libre. Les jeunes cinéastes aujourd'hui déplorent un peu ça et disent qu'ils sont de moins en moins libres. Mais je voulais savoir quel regard vous portiez sur le cinéma aujourd'hui, sur le cinéma actuellement. Le cinéma aujourd'hui, c'est plus le même. Tout d'abord parce qu'il est financé par la télévision et l'écriture n'est pas la même. Donc nous, à l'époque, on n'avait pas de financement. Oui, on avait un financement d'État. Quand vous avez un bon scénario, l'État vous aidait. Mais aujourd'hui, puisque les films coûtent très très cher, et à ce moment-là, on a besoin qu'une télévision vous aide, que Canal+ intervienne, que la région intervienne. Donc, un film qui nous coûtait à mon époque, je ne sais pas, 1 million, aujourd'hui coûte 10. Toute la différence est là, donc le financement est complètement différent. À l'époque, ce qui finançait les films, c'était les distributeurs. Là, tu as eu Pathé à la fin, parce qu'ils ont distribué le film. C'était les avaloirs distributeurs qui permettaient de boucler les budgets. Mais ils n'en donnaient pas beaucoup. Hein. Aussi, parce que, excuse-moi, pour sortir un film, aujourd'hui aussi,
Mais à l'époque, ça coûtait très très cher de sortir un film, à part les copies, parce qu'à l'époque, c'est copie 35. Et il y a aussi la publicité dans les journaux. Donc ça coûtait très très cher. Et donc c'était compliqué de financer un film. Mais aussi en termes de création, vous pensez quoi aujourd'hui du cinéma actuel? Qu'est-ce que je pense? Moi, il y a, par exemple, j'ai vu un film formidable, c'est Anatomie d'une chute. Pour moi, ce film est magnifique, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une façon de raconter une histoire qui est à travers vos yeux, à travers vous. Le metteur en scène raconte une histoire, mais c'est vous que vous recevez cette histoire. C'est formidable. Il y a même un chien qui vous parle. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais magnifique ce film. Original. Bon, avant de clore ce moment, j'ai une surprise. On a une surprise pour toi. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu me comptes? Alors, bon, ça c'est une plaque, ça, tu peux la mettre dans ton salon si tu veux. Oh, c'est gentil. Mais en fait, ça veut dire que tu as désormais un fauteuil à ton nom dans la salle de la Cinémathèque. Et d'ailleurs, tu étais assis dessus. Donc derrière le fauteuil, il y a une plaque avec ton nom. Et tu verras, tu es en bonne compagnie. Et tous les grands cinéastes qui sont passés les acteurs. Je suis très touché. Très touché. Merci. Bon, ben, on peut remercier encore une fois Sergio, vraiment. Et donc, n'oubliez pas, à 22h, les galets des quotas, donc d'ici un quart d'heure. Voilà. Et vous verrez, c'est un diptyque passionnant avec le film que vous venez de voir.